Oh là là, ça fait combien de temps? Une semaine? Un an que j'ai pas sorti de vidéo? Ce serait tellement bien si tout pouvait se faire juste en un claquement de doigts. Eh bien, t'as qu'à essayer pour voir. Sérieusement? Ah oui, vas-y, essaye. Bon, ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau concept qui s'appelle Analyse. C'est simple, c'est quelque chose de plus monté, une analyse que j'ai écrite auparavant, donc scriptée, que je vais vous partager sur un animé que j'ai beaucoup apprécié, un jeu vidéo, enfin, bref, des choses que j'apprécie, que je trouve intéressantes de partager le pourquoi du comment, j'ai trouvé ça cool, pour peut-être vous donner envie d'aller le voir. Donc bah, c'est parti mes amis. On va parler aujourd'hui de Domestic no Kanojo. Donc c'est un animé qui est tiré d'un manga qui est sorti pour la première fois en 2013 et qui continue encore de nos jours, d'accord? Donc l'histoire n'est pas terminée. Et il a eu le droit à sa première adaptation animée en hiver 2019. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Elle fait 12 épisodes, si vous voulez aller voir, vous pouvez facilement le trouver sur internet. Bah let's go. Alors, donc c'est un animé de type romance, ecchi et compagnie, extrêmement intéressant du fait qu'on sait d'ores et déjà où l'on va mettre les pieds. Dans une histoire pleine d'émotions, de quiproquos, d'avenir et de ce qui sera acceptable ou non pour soi et par la société. La tradition, tout ça, tout ça. Mais posons d'abord le décor. Donc X, de son patronyme de remplacement, oui, j'ai oublié son prénom. En vrai, il s'appelle Natsuo. Nourrit un amour pour son enseignante Ina. Seul bémol, comme vous l'imaginez, avec le détournement de mineurs, tout ça, c'est pas très légal, surtout au Japon, où la vision de ton avenir est très importante et que si tu fais une connerie, tu peux être grave fiché, tu peux perdre absolument tous tes accès, tous tes droits. Bah, c'est compliqué. Bref, c'est pas bien vu par la société. Et de plus, la madame s'intéresse, probablement vu son âge plus avancé que le héros, certainement à des garçons plus matures, ce qui est assez logique en soi. Le loup doit donc faire fi de cet amour qui est donc impossible. Un soir, lorsqu'il sort avec des amis pour un gokon, c'est une espèce de speed dating japonais, il rencontre une fille qui s'appelle Rui. Cette fille l'invite à perdre sa virginité avec elle en allant chez elle. Incroyable. Avec pour simple but d'essayer et de voir ce que cela fait. Voilà, cette fille veut expérimenter et donc a demandé à cette personne-là de le faire. Ok. Et donc son garçon, quand même d'abord un petit peu hésitant face à la situation, ce que je peux totalement comprendre, finit par se dire bon bah ok, pourquoi pas, et finit par faire sa première fois avec cette fille. Bref, après besogne et petits coups de fouet dans la crème, leur aventure se termine et la vie peut tranquillement reprendre son cours. Sauf, parce que le bonheur n'arrive jamais sans son lot de bémols, de ce genre de choses, le père de X-Kun, décide de se remarier après 10 ans de célibat. Sa femme étant morte il y a 10 ans, il décide finalement de se remarier. Sauf que sa nouvelle femme a eu deux enfants qui sont Ina, l'enseignante sucre matriarcale, Run, bitch! Run! Bonjour. et oui, the cutest computer ever. Your Mac friend, Brent Rambo. Je vous promets, je n'ai absolument pas de préférence pour l'un des deux personnages. Je suis le plus impartial des critiques. Non, je ne crois pas, non. Bref, rien qu'avec cela, on comprend effectivement que la vie de ces trois personnages ne va pas être simple et qu'ils sont dans une bonne grosse merde. Bonjour. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'eux? Alors déjà, si on se place dans le contexte intrigué fort, eh bien, pour un signe aussi pareil, on aurait pu s'attendre vraiment à un festival de cucu. Et je parle pas de prime cette fois-ci, bien qu'on a battu de la crème déjà. Blague pâtissière. En fait, finalement, hormis quelques scènes de fanservice pour les plus dalleux d'entre nous, hashtag chien forever, Ouf. on se retrouve avec des scènes assez cohérentes et plutôt réalistes, hors du fait de l'improbabilité évidemment que vous retrouviez à cohabiter avec votre crush et votre plan cul. En effet, les questionnements et évolutions des personnages dans ce contexte sont au final très logiques et complètement légitimes. Beaucoup de personnes s'interrogeraient de la même manière sur ces sujets qui finalement sont généralement assez tabous et générateurs de souffrance et de secrets. Surtout au Japon. C'est un peu les feux de l'amour mais version animée quoi, entre guillemets. Vraiment entre guillemets. Et c'est sur ce point que l'animé se veut globalement assez réaliste en fait. Cet aspect cohérent plutôt soft pour le sujet traité permet donc de l'épurer et de laisser place justement au véritable intérêt selon moi de cet animé, l'essence même de l'œuvre. Allez voir le moteur, hein? Attends, je vais mettre en route. Vas-y, mets-le en route, garçon! You serious? Les trois personnages, leur évolution personnelle et justement leurs relations, les relations qu'ils vont avoir entre eux. Bon, le but n'étant pas de spoiler, je vais essayer de tâcher de détailler un petit peu ce que je veux dire par personnage au sein de l'intrigue, tout ça, et vous expliquer un peu comment ces personnages sont, leur personnalité, ce genre de choses, sans révéler ouvertement ce qui va changer entre eux, tout ça. Bref. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Commençons par notre héros, X-Kun. Ok, il s'agit d'un jeune garçon réservé sur ses émotions et sentiments, qui rêve de devenir écrivain en plus de pouvoir sortir avec Ina. Sa structo-personnalité se cale sur la personnalité que l'on appelle l'INFP dans le métier classique. Kezako, eh bien il s'agit d'une personnalité dont le besoin primordial dans sa vie est de construire lui-même son identité afin d'être reconnu par les autres, soit ce qu'on appelle un IP, de manière plus générale. On enlève le N et le F. Ce genre de personnages, l'INFP, sont assez aisément capables d'imaginer moult possibilités et de les concrétiser dans le monde réel. Ils sont donc créatifs par nature et font donc de bons artistes et écrivains de manière générale.
Cependant, ce fort besoin identitaire, d'authenticité, les pousse de manière générale à être assez réservés et d'avoir du mal à expliquer leurs émotions et d'avoir un sens commun. Ouais, c'est pas faux. Donc la logique pour eux, c'est niet, c'est la mort, c'est la fin. Mais non, pas encore ces blagues. Mec, tu l'as fait tout le temps, ces blagues du générique qui pop n'importe où. C'est rébarbatif à la fin, putain. Les gens vont vraiment finir par se faire chier. Ça va vraiment être la fin. Revendique-toi. Ce qui est généralement en fait leur plus grande crainte au final, expliquer ce qu'ils ressentent aux autres car les autres pour eux ne les comprennent pas. Et c'est vraiment pour eux une énorme source de problème. La phrase de Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, illustre totalement ce que j'explique ici même. On a donc un protagoniste centré sur les émotions, qui ne voit pas forcément le sens commun, et qui veut pouvoir réaliser ses rêves. C'est du pain béni pour les histoires, car ce sont ce genre de personnages qui font bouger les codes et les intrigues, et qui en se construisant font avancer dans le bon comme dans le mauvais sens les intrigues. Je me suis répété, comme d'hab. Et donc, ce sont des générateurs de cliffhanger à la fin de l'épisode, par leurs réactions, ce qui se passe, tout ça. Et c'est vraiment l'épicentre, l'un des fœtus qu'on va voir grandir durant les 2 épisodes animés. Avec les 2 autres personnages, bien sûr, car ils ne sont pas en reste aussi. J'y viens tout de suite. Deuxième personnage, Rui, calme et honnête, elle est dominée par la logique. Elle est aussi beaucoup trop chou, vraiment, voilà. C'est mon personnage préféré, surtout quand elle boude. C'est incroyable. Je vous montre, là, il faut que je vous montre absolument cette scène. Vous êtes prêts? C'est parti. 親の再婚で家族になった妹です。お前誕生日は？ 9月5日。 俺7月13日。 Elle prend l'archétype de l'INTP dans le MBTI classique. Tiens, une lettre change entre T par rapport à F. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en bats les couilles. Eh bien, T c'est pour thinking, F c'est pour feeling. F, feeling, sentiment, ah je comprends mieux avant. Ouais, effectivement, vous êtes très perspicaces. Bravo les copains. Est-ce que cela a un gros impact? Oui, car d'abord, comme l'INFP, il s'agit d'un IP, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se construire elle-même comme personnage pour pouvoir impacter, se respecter des autres. C'est le genre en gros de personnage qui veut devenir plus fort pour que les autres le respectent. Mais la différence principale avec l'INFP, c'est qu'en fait de base, elle, ce qui la caractérise, ce qui est personnel, c'est sa logique, sa pensée. A contrario, Bête Noire est pas la moindre. Coucou Jean-Paul. Ce sont les émotions des autres. Ils ne les comprennent que très difficilement, il est difficile pour eux de les exprimer. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? De ce fait, ils sont généralement vus comme des personnes froides et calculatrices, entre guillemets. Regarde maman, c'est un INTP. Ils peuvent rebuter les personnes les plus émotionnelles d'entre nous. Et ils sont généralement vus aussi comme des clichés du geek asocial de notre société. Voilà. Entre guillemets. Évidemment, ils sont bien plus que ça, c'est comme tout le monde est bien plus qu'un simple modèle de personnalité, évidemment. Ce sont des modèles qui permettent de comprendre, donc prenons-les comme tels, ce sont des outils extrêmement pratiques. Bref, c'est encore un type de personnage qui vient très facilement chambouler les codes établis. Fuck les limites sociales! Du fait qu'il est naturellement, comme INFP, capable d'avoir plusieurs idées conceptuelles et, quand ils sont un peu plus matures, de réussir à les concrétiser dans le monde réel. Ce sont de très très bons détectives. Ce n'est pas pour rien que généralement les personnages comme Sherlock Holmes sont généralement considérés de ce type de personnalité. Et c'est eux qui viennent faire avancer les choses, comme je le disais auparavant. Mais oui, c'est clair. Et donc, est-ce que nous aurons un troisième personnage qui va également faire bouger les codes par son personnalité, la personne Ina? Pour la raison d'une surutilisation du même nom de Mario, ce même sera remplacé par une transition où je suis en train de manger un petit œuf en chocolat. C'était très bon. Et bien en réalité déjà, à la base j'ai quelques doutes à propos de son archétype. J'ai eu des difficultés à le trouver et ce pour 2 raisons. Premièrement, c'est qu'étonnamment, le personnage n'est pas autant détaillé, utilisé que cela dans l'animé, alors qu'il est tout aussi important. Peut-être une volonté scénaristique, je ne sais pas. Donc c'est difficile pour moi d'arrêter sur un profil car je n'ai pas beaucoup d'informations pour essayer de voir dans quelle case il pourrait se combler. Bien que j'ai quelques idées, évidemment. Mais rassurez-vous, au moment où j'ai fait cette réflexion et je vous parle, petit à petit ça se construit, vous aurez le droit justement à la famoso à peu près archétype qui vient. Mais avant, deuxième raison, parce que le personnage d'Ina se veut moins cliché que les 2 autres. C'est-à-dire, si elle se place dans un archétype, cet archétype-là, elle est un petit peu moins cliché, car plus mature. Quand on est mature, il est plus difficile de voir la personnalité dans son ensemble, car les déséquilibres naturels de chaque personnalité se comblent avec l'âge naturellement. Je vais tâcher de faire fi de ce doute et de quand même vous partager, effectivement, mon idée. Bref, Ina, c'est à ton tour. À toi de jouer. Analyse sur 20, let's go. Donc nous avons donc une jeune et joviale enseignante, Bonjour. qui est également très sociale, un peu taquine sur les bords, et qui a une tendance facile à casser les codes sociaux. Globalement, elle se sent plutôt responsable de ses élèves et de ceux qu'elle aime, tout en ayant des sentiments qui sont assez personnels. Et à un côté très gauche, de manière générale, donc tout ce qui est organisation, chose concrète pour elle, c'est compliqué. Difficulté avec le monde réel, peut-être. Bref, c'est trivial, poursuite. Elle était bonne cette blague, hein. Donc chez elle, les émotions priment, mais la logique est présente. Ces émotions sont personnelles, comme je le disais, mais elle est capable de les justifier. Oh là là, comment vont mes émotions? Faut que j'aille vite aller voir ça.
Oh bah c'est le bordel. Oh, on n'y comprend rien. Oh là là. Oh, attends, à moins que... Justifier. Ah, ça va beaucoup mieux. Donc elle est aussi bien émotionnelle que dans la pensée et la logique. Elle est donc beaucoup plus équilibrée que Rui et X-Kun sur ce sujet. Eux qui sont aux antipodes, un extrêmement dans l'émotion et l'autre dans les pensées. Effectivement, ces émotions, on les révélera que très peu dans la série. Donc avec un petit peu de recul, on finit par retrouver un profil de personnalité qui s'en rapproche. C'est celui de l'ENFP dans le MBTI classique. Et à l'instar de Starkety, le personnage est libre, hors de cadre et difficile à cerner. Avec cette impression qu'il comprend beaucoup de choses et possède un certain recul des relations humaines, d'une certaine manière. Ce sont des personnalités ayant comme besoin principal de ramasser des informations de type conceptuel, de voir ce qui se cache derrière la réalité, explorant parfois des idées extrêmement controversées et farfelues. Cependant, cette curiosité naturelle possède un contrepoids réel, qui est justement ce problème d'organisation et d'acceptation des faits concrets. J'ai glissé, chef. Les règles, très peu pour eux. Ça limite leur vie, ils n'en veulent absolument pas. C'est un peu ce magnifique oiseau que l'on veut attraper, mais qui ne cesse de s'échapper comme s'il était impossible de l'apprivoiser. Un peu comme l'amour en fait. Tiens, amour impossible, Ina, Natsuo, X-Kun. Coïncidence ? C'est un complot! Bref, pourquoi s'intéresser aux différentes personnalités des principaux personnages? Tout simplement car une fois les archétypes trouvés, on peut plus facilement comprendre pourquoi tel ou tel personnage se comprenne ou non, agissent de la sorte ou s'entendent si bien, ou pas d'ailleurs, ou comment ils peuvent être utilisés afin de faire avancer une histoire. À quel point ceci peut également avoir une influence importante sur ce dont l'œuvre va traiter. Effectivement, nous n'aurons pas la même histoire Révolution si le besoin principal du héros est de limiter ce monde, donc en gros le changer, ou bien de se construire lui-même. Dans le premier cas, nous aurons un héros qui va changer le monde, donc l'histoire va se centrer autour du monde, puisque son but c'est de changer le monde. Et dans le deuxième cas, vu que le but du héros c'est de se construire lui-même, et ben en fait ce sera autour de lui que l'histoire va tourner. Cela montre effectivement l'importance des personnages principaux dans l'évolution d'une intrigue. Donc on aurait tort Cet enculé de Thor. d'oublier l'impact des personnages sur une histoire et de comment celle-ci va évoluer. Bref, j'ai fini de prêcher ma paroisse, retournons à nos moutons. Donc, nos trois héros vont cohabiter ensemble, littéralement. C'est écrit dès le début du synopsis, et je l'ai dit, même sur mon script d'ailleurs, je le vois là. Et de par le côté aveugle de leur personnalité, là où tous leurs problèmes surviennent, entre guillemets, Il est 1h et tout va bien. bah, ça va faire naître des quiproquos, des incompréhensions, ainsi que les émotions qui vont faire évidemment avancer l'histoire. Sans rentrer dans les détails, eh bien, Ex-Nune, donc X-Kun, garde ses émotions secrètes et il y a des difficultés à justifier. Ah putain, il est où ce bouton, merde? A contrario, Rui, elle, garde ses pensées secrètes. My secret. Il y a des difficultés à exprimer ses émotions aux autres. De ce fait, Rui comprend très facilement, grâce à sa logique aiguisée, la faible capacité de X à se justifier lors de ses choix émotionnels. Et à l'inverse, X comprendra, grâce à ses propres émotions, les faibles expressions émotionnelles de Rui. L'un comme l'autre seront donc susceptibles de comprendre l'autre quand celui-ci utilisera ses faibles capacités émotives ou de raisonnement, mais toujours limitées cependant dans leur vision émotionnelle, intellectuelle, étroite et personnelle de la chose, leur propre standard. Ils verront moins large que des personnes qui ont naturellement tendance à voir d'un spectre les émotions et les pensées. De ce fait, cela peut potentiellement donner lieu à des quiproquos, des étrangetés entre les deux personnages. On va donc voir littéralement les deux personnages grandir, se construire à travers leurs interactions et les événements qui suivent. Ce fil rouge, libre et hors de cadre, qu'est Ina, l'amour impossible, la sœur modèle que l'on veut dépasser. Tiens d'ailleurs, en parlant de fil rouge, t'avais pas dit que si tu faisais 3 références Disney, tu montrais tes seins dans la vidéo? Ah bah il s'est barré le con. Et cela franchement c'est vraiment cool à voir et c'est vraiment dans mon sens génialissime. C'est une belle retranscription de comment les interactions humaines peuvent réellement évoluer entre ce type de profil. Je suis quasiment sûr que vous prenez ce genre de type de personnalité, vous les mettez ensemble dans une situation similaire, vous obtiendrez globalement, si leur état de maturité est au même niveau que les personnages écrits dans cette œuvre, vous obtiendrez globalement une situation à peu près similaire. Les enseignants sont propriété présidentielle. Au final, cet animé est avant tout, principalement, une œuvre mettant en scène 3 personnages qui vont s'enrichir, grandir ensemble à travers les épreuves que le scénario vont mettre sur leur chemin. Sur ma route. Cohérent dans sa progression, celui-ci se veut assez réaliste, aussi bien émotionnellement que dans la succession d'événements qui arrivent. Prend plaisir à vivre les émotions véhiculées par l'œuvre quand celles-ci ne sont pas trop difficiles à vivre. J'ai personnellement bien rigolé face à certaines situations, notamment face aux émotions de Rui qui me font beaucoup sourire, qui sont très légères, que je trouve incroyablement mignonnes. Et j'ai trouvé également certaines scènes et réactions malaisantes, notamment certaines scènes, je n'expliquerai pas, mais certaines scènes où on se demande pourquoi ils ont réagi comme ça, c'est absolument pas logique. Mais au final, quand on se penche un peu sur les personnages, c'est totalement cohérent et le malaise est totalement légitime également. J'imagine que les personnages aussi auraient pu vivre le même type de malaise. D'autres situations étaient clairement injustes, j'ai vécu une injustice, d'autres heureuses. C'est le jeu après tout, c'est le but de cette œuvre, c'est une romance qui se veut de jouer sur des tabous, sur de l'amour, sur des choses qui sont un peu controversées qu'on ne pourrait pas parler dans des œuvres un peu plus classiques. Donc j'imagine que l'œuvre originale prend vraiment les mêmes codes que cet animé, et que cet animé pour moi n'est que l'apéritif. Eh Ragnar,
Un feu de saumon, peut-être? Non. D'une œuvre qui se veut d'être probablement encore plus approfondie et encore plus passionnante. Je continuerai donc peut-être cette œuvre à travers la lecture du manga, l'anime m'ayant donné suffisamment goût et de raison de le faire. Enfin, si je me perds pas dans d'autres choses comme d'habitude. Bref, c'était une très belle découverte. J'espère que ce petit format de présentation vous a plu. Si cela vous a intéressé, vous avez trouvé ça cool, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ma logique a quelques biais, quelques trucs qui sont pas cohérents, n'hésitez pas à me le dire. Je serais heureux de prendre et d'améliorer cette critique analyse personnelle. Et sinon, dites-moi si vous avez kiffé en commentaire ou pas, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bon, ok, je vous montre la photo de mes seins. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Get right, bitches!